Alors mes premiers clients, c'était plus semaine et demie, 2 semaines peut-être. Plein de gens cherchent à implémenter de la technologie. Donc c'est-à-dire que j'ai plusieurs clients, 9, 10. Tu peux nous partager les chiffres? Là, à l'heure actuelle, là, à 1000 balles. Lui, c'est Olivier. Il a développé un SaaS qui lui rapporte 1000 euros par mois sans avoir dépensé 1 euro dans le marketing. On va voir comment il a fait en 3 étapes. Tout d'abord, il a utilisé une compétence qu'il avait apprise pour ses clients freelance. Et à force de faire des missions, il a repéré un besoin récurrent. Et à partir de ce besoin, il a développé un SaaS entier sur ce même problème. Il ne lui restait alors qu'à proposer ce même SaaS à ses clients. On va voir un peu plus dans le détail comment il a fait dans le 3e épisode. Ok Olivier, est-ce que tu peux commencer par te présenter en 2 mots s'il te plaît? Eh ben, salut Jules, moi c'est Olivier. Donc ça fait un bout de temps maintenant que je tâtonne tout l'univers de la tech de manière générale. Et je me suis intéressé déjà depuis très petit au concept d'ordinateur. J'ai eu mon premier à 12 ans. Toujours bien aimé bidouiller là-dessus. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé là, à l'heure actuelle, j'ai créé une app qui s'appelle Callzy, un software, une plateforme web qui vient centraliser l'aptitude qui existe de faire des appels par IA, créer des agents IA et faire des appels. Et j'en ai fait une plateforme que j'ai servi à des gens, à des clients, à des entrepreneurs qui ont un business. Je me suis même faire du freelance, faire des automatisations freelance sur un logiciel qui s'appelle Automa, une extension de navigateur qui permet d'automatiser des tâches sur son navigateur. Au début, en fait, la transition était que dans Automa, on peut faire du JavaScript customisé, du code customisé, alors que de base, c'est juste des blocs bêtes et méchants, genre récupérer un texte, juste un bloc visuel, je veux dire. On pouvait faire du code et j'étais constamment en train de revenir sur le fait de faire des choses customisées en code. J'en suis arrivé à créer Callzy et puis à l'offrir à des clients que je connaissais déjà, d'autres que j'ai obtenus en faisant un petit peu de prospection, en créant des systèmes pour récupérer des bases de données de gens sur LinkedIn qui correspondent à ce que l'on cherche et potentiellement envoyer un mail en montrant ce qu'on a fait. Donc j'avais fait une vidéo, je m'étais filmé aussi où je filmais mon écran et je présentais ce que j'avais fait. J'avais fait la vidéo en anglais et en français, je présentais ce que j'avais fait parce que sinon c'est bien beau de créer des choses, mais si les gens ne posent pas leur attention dessus, bah au final c'est un peu que pour toi, c'est ton kiff personnel, pourquoi pas, mais là c'était pas l'objectif. La valeur que j'avais créée, qui est donc de pouvoir très facilement avoir des agents personnels, un peu comme un employé, mais digital, où tu peux choisir sa voix, tu peux choisir toutes les instructions, la façon dont il va s'exprimer, la langue dans laquelle il peut parler, la localisation, la time zone sur laquelle il est, genre à Paris ou à New York. Et donc voilà, les clients pouvaient utiliser ma plateforme pour voir tous les appels qui se passaient, quel agent IA est en appel, où, quoi, quand, l'écouter, l'appel, faire des fonctionnalités customisées. Par exemple, je pense là, c'est pertinent de prendre l'exemple de mon premier client, c'est un entrepreneur qui va prospecter des entreprises locales pour des services digitaux. Il proposait à des gens qui ont un business mais qui sont pas vraiment dans la technologie du tout, une hotline en fait pour leur business, pour répondre aux clients. C'était moi je fais que ça et c'était mon premier client. Ok, en combien de temps tu as trouvé tes premiers clients pour Callzy et combien de temps tu as mis à la développer l'app? Alors mes premiers clients, mon tout premier, j'ai eu un peu de chance parce que c'était un de mes clients principaux qui s'avérait chercher des services comme ça. Donc au final, bon, c'était en quelques jours, mais au-delà de lui, c'était plus semaine et demie, 2 semaines peut-être. Là, j'ai mis un mois. Ok, et pour arriver au nombre de clients que tu as à peu près aujourd'hui? 9 mois. Tu as été freelance, tu avais des clients. Est-ce que tu peux juste redonner un petit peu ce que tu faisais pour ces clients? Qu'est-ce que tu as identifié comme problème qui était récurrent? Et comment tu t'es dit, ok, je vais faire cet outil? Je me suis dit que j'allais faire ça car j'ai simplement déjà compris une chose, c'est que grâce à la plateforme où j'utilisais le freelance, plein de gens cherchent à implémenter de la technologie dans leur business, mais qui ne sont pas du tout techniques. Plein de gens. Et en fait, il y a un gap intergalactique entre le désir des gens à implémenter des choses avec la technologie et les gens prêts à le faire ou qui savent le faire, parce que tu peux savoir le faire mais pas être prêt à le faire parce qu'il faut que ça paye assez. Bref, donc au début je faisais plein de services et j'ai commencé à me rapprocher, à créer un système que je peux présenter à autrui. Et donc évidemment à ce moment-là je me tournais vers l'IA, et comme je suis arrivé sur cette technologie donc d'appel IA, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui proposaient ça, par pure déduction pour le coup j'ai déduit que pas mal de gens devaient être intéressés à ça. Donc je suis allé voir sur internet des gens qui parlaient de ça, j'ai trouvé quelques personnes sur Twitter notamment qui parlaient de ça, ils disaient qu'ils arrivaient à avoir des clients sur Skool aussi, une plateforme SK2OL. J'ai trouvé des gens qui parlaient de ça. Ok, super intéressant. On parlait de tes premiers clients. Comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients? Tu as dit que tu les connaissais? Ouais, c'était des clients qui provenaient en fait de. Moi, j'avais fait du freelance, donc sur la plateforme Fiverr au début pour Automa. Et en gros, j'offrais d'automatiser typiquement n'importe quoi. C'est-à-dire que ce que les autres font pas, moi, j'essaie de l'automatiser. Voilà, et j'essaie d'éliminer les barrières, de le faire moi-même. Et donc, j'ai gagné pas mal d'argent
d'argent et j'ai trouvé des clients et c'est un peu les mêmes clients qui revenaient un petit peu pour les mêmes services à qui j'ai pu partager ce sur quoi je travaillais. À l'heure actuelle, il y a tout qui tourne, donc c'est-à-dire que j'ai plusieurs clients, 9, 10. J'ai une marge sur les frais de consommation des IA. C'est ce que je trouve génial avec le code, vraiment une fois que ça tourne tout seul et les efforts sont faits, les efforts sont dans le passé, c'est vraiment fort. Tu peux nous partager les chiffres? Là, à l'heure actuelle, là, 1000 balles. Super, du coup je vois que tu es passionné par tous tes projets. Est-ce que là, je sais que tu es en train de construire un nouveau SaaS, du coup B2C. Comment est-ce que tu comptes faire pour le mettre devant les gens? Parce que je sais que ta vision, c'est un peu d'avoir un produit qui est tellement bon qu'en fait, quand les gens le voient pour la première fois, ils l'adoptent directement. Sinon, c'est qu'il ne répond pas à leurs besoins ou qu'il n'est pas assez bon. Comment est-ce que tu comptes faire? Pour exposer ce qu'on crée dans du software, il y a par exemple, il y a différentes plateformes, il y a MicroLaunch, il y a YouNeed, il y a Tiny Launch, il y a Product Hunt, voilà. Il y en a. Ça va être des plateformes où on va pouvoir présenter son software. Une présentation, tu as une description, tu as le lien, tu as une image, etc. Donc rien que là, tu peux instantanément exposer à des gens qui vont sur ces plateformes-là. Donc tu te sers de plateformes qui existent déjà. Le deuxième, c'est simplement de penser de manière rationnelle, sans m'étaler trop dessus, mais dans le logiciel que je crée, j'ai un système de fichiers intégral vraiment avancé. Et donc, de cette manière-là, je vais trouver des gens, par exemple sur Reddit, je vais le faire moi manuellement, j'ai envie que ce soit authentique. Donc je vais aller sur Reddit, je vais trouver des gens qui se plaignent de Google Drive. Parce qu'honnêtement, elle peut mieux faire. Ça fonctionne, elle peut mieux faire. Même Google, genre Google. Genre, j'ai envie d'être authentique. Il y a des subreddits qui interdisent ça, c'est-à-dire, oh, j'ai fait ça moi. Regardez, j'ai fait ça, venez là. Non, mais après, dans ce cas-là, on peut dire, je suis comme un anonyme et je dis, regardez cette plateforme, il y a un système de fichiers très avancé. Donc ça va être un moyen de poser devant les yeux de gens qui sont en fait directement intéressés par l'objet de la création. C'est d'être malin et de venir poser ça devant les yeux des bonnes personnes. Tu penses que avoir justement un état d'esprit comme ça, c'est un peu un espèce de cheat code et c'est possible de vendre un produit même si tu ne capitalises pas du tout sur le marketing, sur la distribution. Si ton produit est tellement bon et que tu y crois tellement, tu peux trouver des clients assez facilement, tu penses? Il y a plusieurs choses. La première, c'est oui, mais il y a besoin d'un minimum de capital de marketing, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut être rationnel. C'est des maths. Si tant de personnes voient ton produit, alors tu vas avoir, genre, je sais pas, 7% de gens intéressés, 2% qui cliquent et genre 1% ou moins qui viennent vraiment. Donc c'est des maths. Donc il faut maximiser évidemment le nombre de personnes qui le voient, mais il faut aussi que ce soit les bonnes personnes. Moi, en l'occurrence, je sais que je vais toujours me focaliser sur des gens qui créent. Si ton produit est bon, t'as pas besoin d'être là à venir regarder ce que j'ai fait. Non, juste montrer authentiquement, montrer avec grâce. Et après, c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup mieux de se concentrer sur le produit, c'est la priorité. Le produit, c'est la priorité. C'est genre 90%. T'as Reddit, t'as Twitter. Twitter, je pense que c'est un des meilleurs quand t'entreprends. On va dire que c'est un des réseaux où il y a le plus déjà d'entrepreneurs. Tu crées quelque chose de niche, quelque chose de grand public, ça va plus être Instagram. Tu auras plus de succès sur Instagram, peut-être quelque chose de très grand public. Pour réfléchir comme ça, Reddit aussi, il y a des gens dans la technique, il y a des gens un peu plus créatifs dans la technique sur Reddit. Tu peux en trouver plus en moyenne que genre sur autre chose, Instagram par exemple, ou TikTok. Donc c'est là où tu vas cibler, tu vas comme te rapprocher métaphoriquement des lieux donc, qui n'existent pas, qui sont digitaux, où il y a des gens qui sont en osmose en fait avec ce que tu crées. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais fait avec Colzy ou non, c'était vraiment différent parce que c'était des clients que tu avais en freelance avant ou... Non, Colzy, c'était des gens que je connaissais déjà et puis c'était directement en allant parler à des gens qui, je savais, avaient un business en fait. Donc je savais qu'ils avaient un intérêt à... Mais c'était manuel, c'était moi qui allais démarcher. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une méthode qu'il faut vraiment reprendre. C'est un truc qu'on a perdu avec tout ce qui est automatisation et tout ça. Il faut reprendre en fait une technique, une approche beaucoup plus humaine, beaucoup plus naturelle. Je pense que c'est vraiment ça qui va différencier en fait les gens. Je pense qu'ils veulent de l'authentique, ils veulent du naturel. Exactement. Et ça va être très difficile de faire des systèmes automatisés pour de la prospection, pour de la vente, etc., du marketing. Moi, je suis relativement d'accord avec ça. Même s'il y a des choses qu'on peut automatiser, il faut quand même garder une approche humaine. Est-ce que tu as une ressource à recommander sur ce que tu regardes en ce moment? Est-ce que tu as un podcast, quelqu'un qui t'inspire? Ouais, alors il y a un podcast que j'ai en tête avec deux gens extraordinaires. Et d'ailleurs, j'attrape aléatoirement. Donc en gros, il y a un livre qui s'appelle The Art of Learning, donc qui est d'un gars qui s'appelle Josh Waitzkin. Et c'est un prodige des échecs. Je pense au livre et en même temps à un podcast qui est avec un neuroscientifique américain connu qui s'appelle Andrew Huberman. Donc du même titre, il y a une vidéo sur YouTube de 3 heures, The Art of Learning. Ce podcast-là, il parle, notamment Josh, l'invité, du potentiel humain à poser son attention sur une chose, et une chose seulement,
la profondeur à laquelle un humain est capable de s'enfoncer dans la création ou dans la compréhension de quelque chose, c'est le focus. Il pose l'attention sur le concept d'attention et de concentration. Et il expliquait que par exemple dans les échecs, c'est quelque chose qui le fait intégralement tomber en état de flow, on appelle ça la concentration ultime, où le temps se met à se ralentir et notre attention est comme unilatéralement posée sur un objet d'étude, on pourrait appeler ça, et nous nous mettons à percevoir tous les détails et à avoir plein d'idées. C'est le flow, le vrai état de flow. Moi, je vis ça dans, entre autres, la programmation et plein d'autres choses. Dernière question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de technique? C'est quoi ta stack? Je fais tout en TypeScript et Vue.js, Unix. Ouais, Milanote, il y a Miro aussi dans YouTube. YouTube, c'est la toute première, c'est l'outil que j'utilise en priorité parce que sur YouTube, on peut littéralement. Il y a tout. Tu peux devenir une autre personne. Voilà. C'est véridique.